Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Rebond, votre série d'interviews avec des personnalités du basket. Aujourd'hui, on est à Sportica avec le joueur de Gravelines Dunkerque, c'est Mathieu Gauzin. Comment ça Mathieu? Salut à tous, ça va, merci à toi. En forme? En forme, toujours en forme. Bon, c'est une tradition ensemble, à chaque fois je te demande ton livre du moment et ton... Ça, je te prends de quoi? Moi je veux savoir ton livre du moment et ton album du moment. Livre du moment, ça va être la Bible, tout simplement. Ok, en ce moment? En ce moment, ouais. Et album du moment, je pense que c'est l'album de Hamza. T'es sur une phase Hamza en ce moment? Ouais, là je suis sur une phase Hamza, donc Okay. c'est ça. Moi j'ai toujours besoin de me situer avec le rap français avec Mathieu. On revient dans le passé, on est en 2001, tu nais d'ailleurs le combien en février? 27 février. Tu nais le 27 février 2001, t'as grandi à Bourges. C'est ça. T'étais quel genre d'enfant? Ma mère m'a bien éduqué, donc je faisais pas vraiment beaucoup de bêtises. J'étais juste peut-être un peu agité, donc mais à part ça, ça va. Et à l'école? À l'école, plutôt bon élève, mais bavard. Plutôt bavard? Très bavard même. Il paraît que t'as commencé avant le basket, le tennis. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Franchement, c'est pas pour mentir, mais j'étais bon au tennis. Mais je trouve que c'est un sport vraiment compliqué parce que c'est vraiment toi contre toi. Et si t'as pas de mental, c'est très compliqué. Et je pense que quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de mental. Tu t'énervais, tu jetais ta raquette par terre? Ouais, alors que j'avais qu'une seule raquette et j'étais par terre. Mon père, il voulait me tuer après. Ça coûte cher. Je te jure. Du coup, au tennis, t'avais une idole? Enfin, t'avais un gars sur qui tu voulais Nadal. par exemple? Nadal. Ah ouais? Nadal. Tous les jours, Nadal. Il était trop fort. C'est-à-dire, tu prenais ses mimiques et tout? Ouais. Tu sais, j'étais comme un fou avec lui. T'avais des posters et tout? Non, pas de poster. Juste, je faisais comme lui. C'est au service, j'étais comme as. Tu te grattais là, à l'oreille. Comme ça. Alors que j'avais pas de cheveux, mais je faisais comme ça. Mais sinon, ouais. Et du coup, le sport collectif, ça t'a plu d'un coup? Enfin, comment t'as fait le passage entre le tennis et le basket? Je sais plus si ça se fait encore, mais genre il y a des activités dans les villes où genre tu peux essayer tous les sports. Ouais. Et j'avais essayé tous les sports. J'avais essayé le rugby et le basket. Et le basket, j'avais vraiment kiffé. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas essayer. Je me suis inscrit en club et après voilà. J'ai dit que tu avais grandi à Bourges. Quand on parle de basket et de Bourges, on pense direct au Tango Bourges Basket, Exactement. Le club féminin. C'était un club que tu suivais, t'étais fan de cette équipe? Ouais, à l'époque il y avait Céline Dumerc. Okay. Elle était trop forte et on le voyait tous. Et on nous amenait souvent au match. Donc ouais, on était aussi un peu, je dirais pas proches, mais on les voyait souvent les jouer s'entraîner. Donc ouais, c'était cool. Et c'était dans la logique des choses de rester dans la même région, de partir au Mans, qui est une ville assez proche quand même de Bourges? Oui. Franchement, c'était plus pratique parce que déjà, c'est pas si loin que ça. Ouais. Et le projet que le Mans me proposait était très intéressant. Et mes parents, ils avaient vraiment aimé la partie scolaire. Ouais. Parce que c'était vraiment le principal pour ma mère d'avoir mon bac. C'est là-bas que tu rencontres Alan Doc aussi? Ouais, c'est là-bas. Oh, purée. Bon, c'est l'occasion de lui faire une petite dédicace à Alan, si tu nous regardes. Salut Alan, si tu nous regardes, tu sais déjà. Donc t'as pas fait de bêtises à l'école, par contre avec lui, je suis sûr qu'il y a eu quelques petites bêtises. Avec Alan Non, en vrai, ça allait. Franchement, Ouais. avec Alan, ça allait. Après, Alan, c'est Alan. Je peux pas en dire plus, mais Alan, c'est Alan. On comprend, on a compris. Voilà. C'est quoi que t'avais de plus que les autres en basket? Je sais pas vraiment ce que j'avais de plus, mais je dirais juste que j'aimais pas ne pas être bon. Ok. Déjà jeune, j'aimais pas ne pas être bon et j'aimais pas baisser les bras pour n'importe quelle épreuve. Ma première année au centre de formation, j'ai pas fait l'équipe de France. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi. Mais après, au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi, parce que j'étais pas assez bon. Donc l'année d'après, je l'ai faite. C'était quelque chose qui me motivait, de vraiment être meilleur que les autres. Ça veut dire que très jeune, t'avais cette passion pour la performance aussi? C'est ça. Ok. Parce que en plus, on était dans une époque où il y avait trop de joueurs. Il y avait trop de joueurs forts. C'était franchement ma génération, les 2000, les 9-9, les 2002, il y avait vraiment, il y en avait tellement. Tu te comparais déjà avec eux? Ouais, à cette c'est ça. époque-là? Surtout que nous, avec Le Mans, on avait la rivalité avec Cholet. Ouais. Donc tu jouais contre Cholet, on prenait 50 points, tu sais. Cite les gars de Cholet là, ça va leur faire plaisir. Il y avait Carlton, il y Ouais. avait Kylian, il y avait Quentin Ruel. Robinho, Makoundou. Makoundou, il était pas encore là. Pas encore, il est arrivé un an après. Il est arrivé un an après. Mais ouais, c'était cette rivalité. Nous, on avait Kenny Baptiste, Tom Nicolas, Jacques Youm. Ouais. C'était lourd, franchement. Melvin Desboncoli, c'était lourd. Ouais, il y a une action qui m'a marqué, je sais pas si tu te souviens, tu as commencé à faire le buzz aussi avec ça, sur une action court cuts, où tu démarres très loin face au cercle et tu te marres sur un gars.
très jeune, tu vas avoir beaucoup d'attention autour de toi, de par tes résultats, de par justement ta mentalité aussi de vouloir repousser la performance. Avec le recul, c'était un avantage ou un inconvénient d'attirer autant de l'attention? Les deux. Ouais. Avantage parce que avoir la lumière sur soi, c'est cool. Franchement, ça mentir que dire que non, mais inconvénient parce que les gens ils t'attendent et si t'es pas aux attentes, c'est compliqué après. Hein. Parce que c'est le cas, tu le disais pour tous les gars que tu as cités avant, la pression, qu'on la donne à des jeunes qui ont à peine 17 ans. Ouais. Enfin. Bah après, moi, je pense pas que j'étais le pire. Je pense il y avait plus de pression, tu sais, sur, par exemple, Kylian ou Théo, parce que c'était vraiment obligé qu'ils réussissent. Tu vois, c'était vraiment obligé. Des joueurs comme ça. Après, moi, je pense que j'étais dans la deuxième partie. On s'attendait pas vraiment à ce que j'arrive ici, mais ouais, forcément, il y a une petite pression. Parce que les gens, ils veulent te voir réussir, mais aussi, ils veulent te voir échouer, forcément. C'est comme ça. Ouais, il y a cette attente aussi parce que tu vas participer avec Théo et Kylian notamment à cette échéance avec l'équipe de France, avec la génération 2001, cette Coupe du Monde U17, où vous allez jusqu'en finale contre les États-Unis. Ça a marqué du monde. Tu l'as senti, il y a eu un avant et un après compétition. Ouais, c'était vraiment incroyable le avant-après. Avant, tu sais, on disait, ouais, bah, il est bon au basket, c'est cool. Là, on le voit, maillot d'équipe de France, vice-champion du monde, tu sais, ça change. Ouais. Même par tes proches, ils ont une approche différente de toi. C'est ton meilleur souvenir encore aujourd'hui, l'Argentine? En plus, c'était dans un pays étranger de fou, l'Argentine, pour découvrir ça avec des potes. En vrai, ouais. Parce que même, il y avait vraiment tout qui était parfait. Genre vraiment, le basket c'était bien, l'ambiance elle était incroyable. Il y a des dossiers à sortir de l'Argentine qu'on connaît pas? Je pense j'en ai peut-être une, mais tu sais, c'était genre, on était en préparation et ça a duré longtemps. Et ouais, il y a bien une fois où je pense on a fait le mur pour aller manger une pizza, un truc comme ça, mais... Mais qu'est-ce qu'ils font en équipe de France s'ils vous donnent pas à manger, quoi? Si, ils nous font manger, loin de là, ils nous font manger, mais tu sais... Tactique d'avoir faim sur le terrain, quoi. C'est ça. Et surtout quand t'es jeune, bah tu sais, t'as envie d'un petit fast-food quand même. Un petit fast-food juste pour la tête. Toi, t'es le visage à l'époque de la formation du Mans. Même à l'époque, on se souvient, tu signes à 18 ans, tu passes pro. Ça avait fait un cinéma parce que t'es le premier, le plus jeune depuis Nicolas Batum. Tu te souviens de cette époque-là? Justement, à l'époque, est-ce que tu gardes les pieds sur terre? T'arrives à les garder quand t'as 18 ans, que tu commences à être pro, que t'as un salaire? Ça change les choses aussi, ça. Bah, c'est là que j'ai connu mon premier échec. Enfin, mon premier échec, non, un échec. 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 J'ai connu mon échec de pas jouer ma première année. Tu sais, c'était compliqué parce que j'avais jamais réellement connu ça, de pas jouer. Et après, il y a le Covid, donc c'était bien aussi. Mais ouais, non, du coup, ça t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend que le basket, c'est pas facile, qu'il faut être à l'écoute, faut être exigeant avec soi-même. Et ça t'apprend énormément de choses. Ouais, on se souvient, donc tu as signé à l'époque 3 ans au Mans. La première année, donc tu joues peu de matchs, je crois, 15-16 matchs en pro, mais c'est des entrées. C'est ça. Il y a le Covid, comme tu dis, et là, tu es prêté au Champagne Basket. Ça a été un bol d'air fraîche, le Champagne Basket, pour toi, non? En vrai, ouais. Ouais, parce que, je sais pas, il y avait tout qui était différent. Vraiment tout qui était différent. J'avais une bonne relation avec le coach, avec les joueurs aussi. Et après, bah... je me sentais vraiment bien là-bas parce que je me sentais moi-même, tout simplement. Après cette saison après au Champagne Basket, tu reviens au Mans. C'est le moment où Antoine Eto'o, qui est une figure emblématique du club, quitte justement le Mans. L'attente du public à ce moment-là, le jeune du club qui revient. Ouais, c'était vraiment bien, franchement. Le retour de l'enfant du club, tu vois. Ouais, c'est ça. L'accueil était... Je pourrais rien demander de mieux, franchement. Ils ont fait ça, c'était vraiment quelque chose de fort déjà de faire ça. Ouais. Surtout pour moi. Sur ce principe, c'était top, mais c'est vrai que c'est peut-être ta saison la plus compliquée de ta carrière sur l'aspect psychologique, mental. Raconte-nous un petit peu le bilan de cette année-là. Bah écoute, il y a eu des hauts et des bas. Après, j'en garde des bons souvenirs parce que ça reste du basket. C'est quelque chose... on n'est pas beaucoup de personnes à le faire. Je suis quand même très content d'avoir fait cette saison parce que déjà je suis revenu dans mon club formateur. Et au final, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à bien finir ma saison et voilà. On peut revenir un peu plus en détail. Moi, je me souviens parce que évidemment, il y a eu cette série Road to Elite qui a super bien marché autour de vous, sur Makoundou, sur toi, sur d'autres du championnat de France, dont Strazel. À un moment, tu te confies et tu dis ouais, ça a été dur. Il y a eu des moments de bas. Et il y a même Éric Delors qui dit j'ai eu peur pour lui. Ouais. Ça veut dire quoi quand il dit ça, ces mots-là, ça veut dire quoi? C'est que t'as eu peur d'arrêter, t'as eu peur de partir t'étais en vrille, quoi. Non, je dirais pas que j'allais partir en vrille, mais j'étais vraiment à un moment dans ma vie où, franchement, le basket,
je sais même pas comment t'expliquer, mais T'as perdu le goût du basket. ouais, franchement, je venais à la salle, je boudais, je partais à la salle, je boudais. Ouais. J'avais pas le sourire. Franchement, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. S'il dit ça, c'est parce qu'il le voyait aussi. Ouais. Mais je pense que il voulait pas venir me déranger, faire quelque chose de pour m'offenser ou quelque chose comme ça. Il voulait vraiment que ça vienne de moi et que je me sorte de cette situation tout seul. Tu penses qu'on néglige encore trop l'aspect mental dans le sport de haut niveau? Bien sûr, bien sûr. Parce que après, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais un joueur, ça doit performer. Ouais. Tout simplement. Et si un joueur ça performe pas, il est nul. Ouais. Et si un joueur il performe pas, les gens autour par exemple les fans ou je sais pas, les gens autour, ils vont dire ouais il est nul et je sais pas, peut-être tu tombes sur quelque chose comme ça, ta mère tombe sur quelque chose comme ça. Les raccourcis des gens, quoi. C'est ça quoi. Après moi j'ai vraiment vu des choses sur Twitter, pas me concernant bien sûr, hein, mais concernant d'autres joueurs où ouais ça va loin quand même. Il y a des gens, ils ont des familles, c'est Comment on se protège de ça, sur les réseaux sociaux, comment on se protège quand on est sportif de haut niveau? moi personnellement j'ai plus Twitter, comme ça va vite. Donc à partir de ce moment-là, la vie est belle, franchement. La vie est belle. Moi, je me souviens de cette fin de saison qui est plutôt bien au Mans sur tes dernières semaines, derniers mois même. Comment t'as réussi à te tirer vers le haut? Tu me disais que t'avais perdu le goût du basket, et moi je retrouvais le Mathieu sur la fin de saison qui avait la niaque, quoi. Ma mère, mon agent et mes amis. Ils ont trouvé les bons mots, ils t'ont dit Ils Ils t'ont remis sur terre. Exactement. Okay. Exactement. Et franchement, je sais pas comment ils ont fait. Merci à eux. Merci beaucoup. Et mais ouais, ils ont réussi à trouver les bons mots pour me remettre dedans. Avant de parler de Gravelines Dunkerque, parce que tu t'es bien remis aussi avec cette nouvelle aventure dans le Nord, on a le petit défi, tu vas affronter plein de joueurs qui sont déjà passés sur cette chaîne, sur le Fast and Shot. C'est des petits shoots de mini-basket. Le Fast and Shoot avec Mathieu Gauzin, 45 secondes pour faire le meilleur score. Ballon rouge, 1 point. Ballon jaune, 2 points. T'es prêt? 3, 2, 1, top. Ok, 0. Ok, 0. Encore. Prends le jaune. Oui. Au moins un, c'est bon. Ok, raté. C'est bon ça, 2. c'est bon, tu l'as. 3. 5. Tire à la cuillère, on l'avait pas encore faite. 6. Dedans. 8. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Encore. 9. 10, pardon. C'est bon, c'est à la cuillère le secret. C'est à la cuillère le secret. Ouais, je vais au rebond. Le temps les gars. Chrono. 5 secondes. Fini. Au buzzer, 16. c'est Wow, pas mal. 16, ok, c'est bon. En vrai, Non, tu peux dire 16, t'inquiète, c'est pas grave. c'est comment de jouer dans le Nord, Mathieu? C'est différent. Ah ouais? Franchement, ouais, c'est différent. Bah, tu sais, j'écoutais ce que les gens ils disaient sur le Nord en mode les fans ils sont fous. Bah, c'est vrai. C'est vrai, C'est tu vrai. confirmes? Je confirme. C'est quoi quand on dit ils sont fous? Ça veut dire quoi? Genre, ils t'apportent vraiment une énergie différente. Ils ont vraiment envie que tu gagnes et ils te le montrent. Donc, ouais, c'est vraiment différent. T'as un souvenir un petit peu particulier depuis que t'es là, depuis 2022 là? Franchement, c'est notre victoire contre Le Mans ici, où c'était calme pendant très longtemps. Et je pense les 2 dernières minutes, c'était incroyable. Franchement, vrai. le bruit, ça te faisait trop mal aux oreilles. Tu sais, c'était un truc de ouf. Puis moi je trouve la particularité, à différence d'Antares qui est une très belle salle aussi, mais c'est la proximité avec les sièges. Ouais, c'est ça. C'est vrai. On a presque l'impression que le public est sur le parquet, toi. Bah, surtout quand les gens sont debout, t'as l'impression qu'ils sont juste proches du terrain. C'est fou. Attention là, il reste plus beaucoup de temps. Mathieu Gauzin, faut se lever. Oh là là, qu'est-ce qu'il était loin, Mathieu Gauzin. Bien joué et 3 points de plus pour le BCM. Sur quoi t'as dû te réadapter une fois que t'étais là? C'est vraiment un changement d'environ. Donc, ouais, franchement, tout. M'adapter à la ville, m'adapter aux personnes qui sont ici, comment elles sont. Tu sais, il y a des coins en France que les gens sont plus avenants vers toi et d'autres non. Donc, ouais, les gens ici sont plus avenants, ils viennent te parler tout le temps. Pour te dire bonjour, ça va. Donc ouais, faut s'habituer. Et c'est vraiment cool. Je regardais la dernière fois que le club a fait les playoffs, c'était en 2016. À quel point le club il est marqué par ça? Bah ça fait assez longtemps. Ouais. Et ouais, c'est un objectif qui se fixe et qui nous fixe aussi. Avec la pression du résultat, on le sait, Laurent Loniam est arrivé au club pour remplacer J.D. Jackson. À quel point ça a évolué au club?
Bah, ça a changé différentes choses. Je pense qu'on s'est adapté aussi au coach et le coach s'est adapté à nous. Donc, on l'a bien vu sur nos premiers matchs. On a littéralement changé de, je dirais pas d'équipe, mais D'ADN? d'ADN, tout simplement. Parce que avant, je dirais pas qu'on défendait pas, mais on défendait pas aussi fort. Donc, dès qu'il est arrivé, on a changé notre défense et on a commencé à gagner des matchs. Moi, j'ai entendu les rumeurs comme tout le monde sur les entraînements de Laurent Leniam. À quel point c'est intense? C'est intense, c'est vraiment intense. On a un entraînement tout le temps. Ça change parce que je pense que même les joueurs ont pas eu l'habitude de ça, mais faut dire que ça porte ses fruits. Est-ce que tu dirais que t'es un joueur qui marche à l'affect? C'est-à-dire? Dans l'émotion, t'as besoin de confiance aussi? Ouais, je pense je marche assez comme ça. J'ai le souvenir que par exemple quand j'étais à Chalon-Reims, le coach me donnait et je lui donnais, donc c'était vraiment donnant-donnant. Je pense qu'au début il était un peu, il savait pas trop, et après je lui prouvais que je pouvais faire de bonnes choses, donc il m'a laissé sur le terrain et franchement c'est comme ça. Hein. Comme beaucoup de joueurs en vrai. C'est comme beaucoup de joueurs. Franchement, tu regardes Nadir, le coach lui fait énormément confiance et il le rend sur le terrain. En arrivant ici, t'avais dit aussi dans une interview, cette année, il faut que je réussisse. C'est quoi le bilan pour l'instant? Écoute, il y a des choses que je pouvais pas contrôler, comme le fait de me blesser en arrivant ici, donc il y a ça. Après, ça reste du basket. Il paraît que t'avais jamais autant donné à l'entraînement, en tout cas en prépa, avant une saison. Franchement, non, parce que je me suis dit que, je sais pas, j'avais regardé Kobe, j'avais regardé tout ça. Je me suis dit que cet été, fallait que je bosse. Que je bosse, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraîné pendant 6 semaines de suite, avec entraînement le matin, après-midi, à haute intensité, tout le temps, muscu, tout le temps. Après, je me suis blessé en arrivant ici, mais ça, je pouvais pas le savoir, donc. Tu mets des Kobe tout le temps, à quel point il t'inspire, Kobe, justement, dans sa mentalité aussi? Ouais, je pense que c'est vraiment sa mentalité. Ouais. Je me dis que c'est fou de penser comme ça. C'est fou. Comment un humain peut penser comme ça? Quand il gagne, je sais plus si c'est en finale NBA, où il est en interview, je vais pas dire en anglais parce qu'après je vais me faire terminer, mais où il dit le travail n'est pas fini. Et en mode Scarface. Tu vois, le mec ne lâche même pas un sourire. Il est devant un finale NBA, il dit le travail n'est pas fini. Scarface. Alors qu'il est tout en haut? Il est tout en haut, il doit gagner 3-1 ou 3-2, il reste plus qu'un match. Je me dis, mais. Je me suis dit, waouh, le mec pense comme ça, quoi. Et je suis sûr qu'après la finale, il est parti bosser. La NBA, ça a toujours été un objectif. Est-ce que ça, tu l'as mis un petit peu de côté? J'essaie d'être réaliste et de me fixer sur comment est le présent. Donc, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai mis de côté, mais ça me trotte dans la tête. Mais forcément, le présent, c'est là où je suis. Donc, le plus important, c'est d'essayer d'être performant là où je suis. C'est quoi la vie de Mathieu Gauzin quand il n'est pas sur un terrain de basket? Je suis avec mes amis, je rigole tout le temps. Je téléphone avec Alan aussi. ça changera pas. Tu l'appelles tous les combien de temps, Alan? Non, on est souvent en contact. Je dirais, de toute façon, on s'écrit tout le temps. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas un jour où on s'écrit pas. Vous allez croire que c'est ma meuf, hein. Ce qu'il fait te permet de voir ce que nous on fait. Et ton côté un petit peu fashion, là, ton côté fashion que t'aimes tant, montrer tes beaux habits, ton lifestyle et tout. Moi, je trouve que t'as mis ça un peu de côté, là. Ouais, j'ai mis ça de côté, ouais. J'avoue, j'ai mis ça de côté. J'ai Ok. mis ça de côté parce que je me concentrais sur le basket, donc. Ça, il y a 22 ans, on est mature, quoi, c'est fini. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ça compte énormément pour moi, mais comment dire. Tu vois, je me dis que faut que les performances suivent. Si t'es nul sur le terrain et que tu fais le fashion, ça matche pas. Et nous, on finit le jeu avec le tac au tac, avec Tac au Mathieu tac. Gauzin. Ta routine d'avant-match. Écouter de la musique, méditer, venir en avance pour shooter. L'adversaire le plus fort que t'as affronté. Alstom. Gravelines ou Dunkerque? Je vais dire Gravelines. Un adjectif pour Alan Docossi. Drôle. Drôle. Ouais. Quelle salle est la plus bouillante de France? Nous. Ouais, Sportica. Ouais, je pense, ouais, Sportica. Quel joueur tu enlèves au PSG et quel joueur tu recrutes? J'enlève Verratti et je mets Casemiro. Une série ou un film à nous conseiller? Dans une série, The Wire, mais c'est un peu pour les anciens ça. Donc, Et dernière question, ça remonte à quand la dernière fois que t'as fait un tennis? C'était l'été dernier, donc en 2022. C'était à Tours avec mon ami Jules Bergeron. Voilà. Et t'es chaud de faire un tennis sur Sportica? C'est vraiment ça le. Oh. Ouais, je suis chaud. T'es chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. Bon Mathieu, on a parlé de tes talents de tennis. J'ai besoin de vérifier ça sur un parquet. Alors c'est pas, on va pas pouvoir te mettre un filet non plus. Ouais, non, ok, c'est pas grave. Un truc qui n'a jamais été fait en France, hein. C'est une première. Faire du tennis sur ça, ça n'a jamais été fait. Franchement, envoie une balle. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Oh, il me met en difficulté. Ok.
Oh! Elle est bonne! Elle est bonne, elle est bonne, Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne! Là, c'est juste pour flex. Vas-y, en 3. Ouh, je suis limite. Elle est belle. C'est bien les parquets de basket, c'est assez grand pour jouer quoi. Oh la vache. Ah, Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. elle est bonne. Ah, ça fait 2-2. Et vraie balle de match. Vas-y, vraie balle de match, vas-y. Ah. Ouh. Bizarre ça. Ouais, non, c'est pas grave, c'est. Bizarre ça. Non, c'est le tennis, c'est pas grave. Bon match. Ouais, bon match. Ouais, voilà, petit match sympathique. On Que t'as ne gagné. dira pas qui a Que t'as gagné. gagné. Ouais, du coup, ouais. Il faut le dire, faut le j'ai dire, gagné. ouais. Merci beaucoup Mathieu, on Merci fait à une belle toi. fin de saison avec Gravelines Dunkerque. Merci. Et nous on se revoit bientôt pour une prochaine interview. Ciao. Yes. Salut à tous, c'est Mathieu Gauzin. On gagne mon maillot dédicacé du BCM.